Ça y est. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour, bienvenue dans ce dernier atelier webinaire Impulsion 2021. Merci à tous pour votre participation et pour votre inscription à ce webinaire. On aura 3 participations aujourd'hui. La première étant de l'entreprise Géosophie avec Alice Chunet qui va nous présenter sa solution. Ensuite, on aura Win My Roof avec Juliette Fournant qui nous présentera sa solution également. Et enfin, Mustapha Messaoudi de Lucans qui présentera du coup un outil lié au décret tertiaire et à son application pour les traitements de la sécurité sociale. Je vous invite à couper vos caméras et vos micros pendant les présentations et ensuite à participer pendant les temps d'échange. Il y aura des temps de questions-réponses avec les 3 intervenants. Donc n'hésitez pas soit à poser vos questions dans les commentaires, soit à prendre la parole ou à lever la main quand vous voulez participer. Mais je vous invite à participer et à poser toutes vos questions pendant ces temps qui seront dédiés. Je vais laisser la parole à Alice Chounier pour introduire ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si vous voyez mon écran. Très bien, c'est parfait. Alors, je vous propose de passer un petit temps à se poser déjà la question de pourquoi la géoénergie avant de vous présenter plus spécifiquement ce que fait Géosophie et potentiellement de faire une démo. Et je vous propose, si vous avez une question, de m'interrompre. Alors, pourquoi la géoénergie ? Si on regarde des études de prospective, en fait, on se rend compte que les besoins de rafraîchissement des bâtiments vont exploser. Donc ici, vous voyez ce qui est représenté à la fois pour la partie logement, donc on s'attend à plus 750% d'ici 2050, et pour la partie bâtiment tertiaire, plus 275% en 2050. Donc un des soucis qu'il va potentiellement se poser, c'est que du coup, on va avoir besoin de se rafraîchir et donc les clims vont se multiplier. Alors là, j'ai choisi les clims particulièrement moches, il y en a qui sont quand même plus jolis que ça. Mais globalement, la problématique avec ce type d'équipement, c'est que plus il fait chaud et plus on chauffe, ce qui peut poser des problèmes, notamment dans des zones denses. Là, vous voyez une carte de Paris pendant une période de canicule. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pendant une période de canicule, les zones qui sont très construites font ce qu'on appelle des îlots de chaleur, où la chaleur se concentre. Et si on rajoute à cela des climatiseurs, on va rajouter ce qu'on a déjà observé dans certaines villes comme Tokyo, où il y a déjà beaucoup de climatiseurs installés, plus 2 degrés supplémentaires. C'est pour ça qu'il y a des villes courageuses comme Genève qui aujourd'hui interdisent les climatiseurs classiques. La question, c'est est-ce que Paris et d'autres villes auront ce courage plus tard? Alors si maintenant on est donc face à un paradoxe, on dit qu'il faut se rafraîchir de plus en plus, mais en même temps on dit on va pas utiliser les équipements qui sont traditionnellement utilisés. Une des options, ça peut être de profiter de la fraîcheur naturelle souterraine. Ce que savent très bien les animaux, en fait, d'instinct, les animaux font des terriers parce qu'ils savent qu'en été, il y fait plus frais. Il se trouve qu'en plus, en hiver, il y fait plus chaud parce que c'est précisément l'inertie du sol, donc son inertie thermique, que l'on exploite dans cette technologie-là. Donc, ce qui est illustré, alors là, c'est un exemple en Turquie, mais enfin, l'exemple serait valable partout dans les climats pour lesquels il y a des différences entre été et hiver. En fait, quand on s'enfonce de quelques mètres, là, on voit qu'à 10 mètres, c'est le cas. Quel que soit le mois de l'année, il fait toujours la même température. C'est là-dessus qu'on va jouer, à la fois pour faire du rafraîchissement, mais aussi pour faire du chauffage, parce que finalement, c'est aussi une bonne idée de partir d'une température qui est plus proche du moins, de la température à laquelle on veut chauffer les bâtiments. Alors, c'est le principe de la géoénergie. Et une première façon d'aller chercher cette fraîcheur ou chaleur du sous-sol, et qui est traditionnellement utilisée dans les centres-villes, ça consiste à aller chercher l'eau souterraine. Parce qu'en fait, en surface, il y a toujours des rivières ou des fleuves, enfin souvent des rivières ou des fleuves dans les centres-villes. Et quand il y a de l'eau en surface, très généralement, ça veut dire aussi qu'il y a de l'eau qui s'écoule sous la terre. Alors cette eau qui s'écoule sous la terre, ça ressemble pas à cette image qui est faite ici, c'est pas comme une vraie rivière souterraine. En fait, c'est une roche avec de l'eau qui s'écoule doucement au sein de cette roche et qui, en s'écoulant dans cette roche, prend spontanément sa température, ce qui veut dire qu'elle est plus fraîche que l'air extérieur en été et elle est plus chaude que l'air extérieur en hiver.
Et pour aller donc chercher cette eau, ce qu'on fait, c'est 2 petits forages, un premier puits pour aller chercher l'eau et un deuxième puits pour la remettre, l'idée n'étant absolument pas d'assécher la nappe. Alors juste pour votre information, ce type de forage peut se faire y compris dans des parkings. Là, vous voyez un exemple d'un chantier parisien. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on utilise vraiment des toutes petites foreuses. Alors évidemment, si on a le choix entre forêt forêt dans ce parking ou forêt à l'extérieur, on préfère forêt à l'extérieur parce que ça va plus vite, ça coûte moins cher, on utilise des machines plus puissantes. Mais cela étant dit, c'est possible de le faire en sous-sol. Maintenant, la technologie, c'est pas du tout la seule technologie pour exploiter la fraîcheur ou la chaleur du sous-sol. Il y a aussi des technologies qu'on appelle en système fermé, où cette fois-ci, on construit notre échangeur à nous, ce qui est illustré sur cette slide-là. C'est une géométrie possible de ces échangeurs-là, qui consiste à faire des forages verticaux dans lesquels on fait circuler un fluide. Donc, c'est notre fluide, c'est de l'eau glycolée en pratique. On met un petit peu de glycol pour éviter qu'elle gèle en hiver en surface. Et grâce à cet échange avec le sous-sol, on peut aller puiser la fraîcheur en été ou la chaleur en hiver exactement avec le même principe. Donc, il se trouve que nous sommes dans un contexte particulièrement favorable, notamment pour les bâtiments tertiaires qui sont soumis au décret tertiaire depuis octobre 2019 et donc qui cherchent à diminuer leur consommation de 40% d'ici 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Et il se trouve que quand on installe cette géoénergie, on divise la consommation pour le chauffage et le rafraîchissement par 4 en hiver et jusqu'à 10 en été. Donc, c'est une façon extrêmement efficace de pouvoir diminuer la consommation. Alors, évidemment, c'est toujours préférable de le faire en conjonction avec d'autres travaux d'isolation parce que ça permet d'être encore plus efficace. Mais quand l'isolation est limitée pour des raisons historiques ou de complexité, parce que ça peut être le cas, un bâtiment un peu compliqué par son histoire, on a toujours cette possibilité d'aller faire un forage qui est compatible, y compris avec des bâtiments historiques. Il se trouve que nous sommes dans un contexte particulièrement favorable, puisque depuis 2015, il y a une exemption au code minier. Le code minier, c'est le code qui régit toute l'énergie souterraine. De base, cette énergie appartient à l'État, mais jusqu'aux 200 premiers mètres, ce qu'on va puiser dans le sol pour faire donc justement du chauffage ou du rafraîchissement utilisé localement pour un bâtiment peut être exploité sur simple déclaration de travaux. Alors maintenant, dans ce contexte-là, que faisons-nous ? Nous développons des outils logiciels de façon à savoir rapidement si c'est une technologie pertinente pour un bâtiment donné et ensuite, nous aidons les propriétaires à la mettre en œuvre. Donc la première étape, ça consiste déjà à se poser la question de où est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette technologie. Ça se présente sous la forme d'un moteur de recherche. J'irai dans une minute juste vous montrer un exemple d'adresse, de comment ça se passe. Donc, à partir d'une adresse et si le client en dispose d'autres informations, à partir d'informations complémentaires sur la consommation du bâtiment, par exemple, on est capable de dire quel taux de couverture la géoénergie peut avoir pour un bâtiment donné et pour quel budget on peut la mettre en œuvre. Et une fois qu'on a identifié les bâtiments pertinents, ensuite on accompagne les propriétaires sur la mise en œuvre, sur comment on va faire pour cette mise en œuvre très concrètement. Cette fois-ci en faisant un certain nombre, de modélisations en accord avec le projet du client et de façon à le conseiller à la fois sur les volets techniques, mais aussi sur les volets financiers. Sur ces volets-là, nous avons en effet un certain nombre de partenaires énergéticiens qui sont tout à fait enclins à faire les investissements eux-mêmes, puis à vendre l'énergie produite localement. Donc voilà pour présenter notre offre en une minute. Je vous propose de faire une petite démonstration. Ce sera peut-être encore plus parlant. Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut nous donner une adresse. Ce serait même le cas idéal. Eh ben, on va donner l'adresse de Lucons, tiens. Allons-y. Je crois que je crois que c'est 6 rue Triolet à... Non, ouais, c'est ça. 6 rue Elsa Triolet. Voilà. 6 rue Triolet. À Montreuil.
Alors, c'est parti. On va aller à Lucans. Est-ce que c'est bien là? Vous voyez ce qui Ouais, s'affiche à oui, l'écran? c'est bien là. Ça c'est va? bien là. Donc, la première étape, ça, c'est une étape gratuite que vous pouvez donc tous faire. Il suffit de vous créer un compte et vous accédez à cette phase de test. Ce que nous regardons à cette première étape-là, c'est s'il y a des risques géologiques à faire des forages dans cette zone. Donc, du vert au blanc, c'est une zone favorable en termes de risque. Quand on passe du côté jaune et rouge, là, pour le coup, c'est des zones plus compliquées. Il se trouve qu'ici, on est dans le blanc, donc ça veut dire qu'il y a quelques risques, mais ce sont des risques mineurs. De façon générale, quand on est dans cette situation-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire appel à un expert nommé par l'État. Ça coûte à peu près 500 €, ça prend 1 mois et il explique comment faire pour faire les travaux de façon à s'affranchir des risques qui sont présents sur cette zone, mais en général, de façon générale, c'est un cas favorable. Évidemment, quand on a une zone sans aucun risque identifié, c'est encore mieux. Mais encore une fois, tout ce qui va du vert au blanc, c'est un côté intéressant. Du moins, on peut envisager de faire cette technologie-là. Alors juste, je me rends compte que je ne vous ai pas défini quels pouvaient être les risques. Donc le type de risque qu'on peut rencontrer, c'est soit des roches qui gonflent quand elles sont mises en contact avec de l'eau, soit au contraire des roches qui se dissolvent quand elles sont mises en contact avec de l'eau. Il peut aussi y avoir des zones de pollution, ou il peut y avoir des zones au contraire où l'on exploite l'eau pour la boire. Enfin, donc c'est des zones d'exploitation d'eau. Et dans ces cas-là, c'est aussi réglementé. On n'a pas le droit de faire un forage avec la réglementation allégée que je vous présentais tout à l'heure. Il faut à ce moment-là avoir plus de démarches. Donc voilà pour cette première étape. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est une étape pour le coup que nous vendons. Donc on ne va pas le faire sur la même adresse, mais je vais vous en montrer le principe. On pose un certain nombre de questions aux utilisateurs. Donc les questions qu'on pose, c'est typiquement où est-ce qu'on va pouvoir se mettre pour forer? Est-ce qu'on va pouvoir se mettre à l'extérieur ou dans un sous-sol? Est-ce que le bâtiment est occupé? Quelle est la typologie d'usage du bâtiment? Quelles sont les consommations? Alors nous faisons à partir des consommations annuelles, nous sommes obligés de remonter à des consommations plus détaillées parce qu'en fait, il y a une interaction entre bâtiment et sous-sol. Et en fait, si le bâtiment se chauffe en hiver, il a tendance à refroidir le sol et à contrario, en été, au moment où il se refroidit, il a tendance à réchauffer le sol. Donc nous sommes obligés, on ne peut pas se contenter d'une consommation, on est obligé de faire une STD en fait, pour pouvoir appréhender de combien d'énergie va disposer le bâtiment. Mais comme de façon générale, ce n'est pas une information dont dispose l'utilisateur, ce qu'on lui demande, c'est sa consommation globale, soit en termes d'usage, soit pour le chauffage et la climatisation, soit pour tous ces usages et après on repart de modèle pour pouvoir faire ce dont on a besoin pour nos calculs. Et la dernière question qu'on pose, c'est quels sont les régimes de température au sein du bâtiment? Parce que ça a un impact sur la performance de l'installation. En effet, l'eau qu'on va chercher, elle est autour de 12 à 15 degrés. Et donc, plus la température d'utilisation dans le bâtiment est proche de la température qu'on va chercher dans le sous-sol, moins on va devoir consommer d'énergie pour faire le complément avec une pompe à chaleur. Donc ça, c'est la première étape, enfin, c'est l'étape où on demande des informations à l'utilisateur et ensuite, je vais vous montrer le résultat d'une étude. Donc, le résultat d'une étude peut être soit pour plusieurs adresses où on compare les différentes adresses, soit pour une adresse donnée où on regarde quelles sont les différentes options envisageables. Alors, on va regarder ce deuxième cas. Nous construisons à la fois un indicateur technique et un indicateur financier. L'indicateur technique comprend une estimation des ressources souterraines, de leur adéquation avec les besoins du bâtiment et la complexité de mise en œuvre. Et l'indicateur financier comprend une évaluation de l'investissement par rapport à la puissance extraite,
la valorisation immobilière, alors ce qu'il y a derrière, c'est dans quelle mesure on va pouvoir répondre au décret tertiaire. Et enfin, le temps de retour sur investissement. Et nous laissons la main à chacun des utilisateurs de faire les pondérations qui l'intéressent pour choisir la meilleure solution dans son cas. Alors, je m'explique, je vais prendre des cas assez caricaturaux pour expliquer. Un utilisateur, je pense que ce sera beaucoup le cas, un propriétaire utilisateur, ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est le ROI. Peut-être ça l'intéresse aussi de regarder s'il y a une possibilité de répondre au décret tertiaire de cette façon-là. Donc, c'est la partie valorisation. Et on va regarder maintenant une foncière. Une foncière, elle se fiche un peu du ROI, elle veut juste valoriser son bien. Et si on regarde vraiment dans le cliché, un promoteur, ce qu'il cherche, lui, c'est minimiser son investissement et c'est tout. Et donc, en fait, en fonction du profil, chacun peut faire ses propres pondérations. Alors, on va repartir, je ne sais pas, sur un exemple. Là, par exemple, on cherche à maximiser le ROI et les différentes solutions qui sont possibles pour un exemple de bâtiment sont classées par rapport à ces critères-là. La meilleure note qu'on obtient dans ce cas-là, c'est une note sur sonde dans cette configuration, c'est-à-dire les systèmes pour lesquels on fait circuler notre eau à nous dans le sous-sol, avec une recommandation de ne pas chercher à couvrir la totalité des besoins énergétiques de façon à minimiser l'investissement et maximiser le ROI. Donc, dans ce cas-là, c'est 30 à 60% qui apparaît comme la solution la plus favorable. Et pour vous donner un exemple, dans ce cas-là, une nappe permettrait de couvrir la totalité des besoins, mais ce serait un investissement plus important qui dégraderait donc le ROI. Et c'est pour ça que cette solution sur nappe, étant donné le classement qu'on a demandé en fonction du ROI, apparaît comme moins intéressante dans ce cas-là qu'une solution sur sonde. Donc voilà, je vais peut-être arrêter là la présentation pour vous laisser un petit peu la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques. Merci Madame Chounier, c'était très intéressant. N'hésitez pas à prendre la parole ou à parler dans le chat si vous souhaitez poser des questions. Alors moi j'ai juste une question, j'en profite. C'est pour la comparaison par rapport, donc ça c'est une technique pour la géothermie par sonde verticale. Sonde ou nappe. Ouais, sonde ou nappe, donc c'est la même chose. En fait c'est sonde ou nappe, donc soit on choisit l'une ou l'autre comme solution. Et vous pouvez dire la faisabilité de l'une ou de l'autre aussi par ce système-là. Tout à fait. D'accord. Et en fait, quand on le fait par sonde, est-ce que ça demande plus de surface par rapport à un nappe ou... Alors, c'est une très bonne question. En fait, juste pour rappeler, sur sonde, ça veut dire qu'on fait notre échangeur avec le sous-sol. Donc là, j'ai présenté un des types d'échangeurs qui est l'échangeur le plus efficace qui existe, qui est celui sur sonde verticale qu'on espace les unes des autres. C'est pas du tout la seule géométrie, mais en fait, c'est la géométrie la plus répandue aujourd'hui. Il y a aussi des géométries qui sont en train d'apparaître en dévié ou alors avec des formes en mur géothermique ou alors en forme de corbeille. En fait, il y a toute une typologie de géométrie d'échangeurs. Là, pour simplifier, j'ai juste présenté les sondes qui sont aussi les plus adaptées au bâtiment. Et donc, pour répondre après à votre question sur la surface, en effet, quand on regarde plus spécifiquement la solution sur sonde verticale, alors je ne parle pas des sondes déviées, mais je parle des sondes verticales, ce qu'il faut, c'est que chaque sonde soit espacée de 10 mètres par rapport aux autres sondes. Et donc, étant donné que la puissance qu'on va chercher de façon générale par rapport aux nappes, elle est inférieure. Enfin, disons, quand il y a une nappe intéressante, sinon on ne regarde même pas la solution sur sonde. Donc, la puissance qu'on va chercher, elle est de 50 watts par mètre. Et donc, quand on a un bâtiment assez gros, ça veut dire qu'il faut faire plusieurs sondes et donc avoir éventuellement la place, comme vous le dites, de pouvoir les espacer. Donc, alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais en fait, voilà, ça va. OK. Non, c'est très bien. Merci. Okay. Sans problème. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde, en fait. Hein. Quand on fait l'analyse du bâtiment et de la parcelle, on regarde quelle est la place disponible pour faire des sondes. Et là, l'exemple que je vous partageais, c'est un exemple où on avait la possibilité de faire soit des sondes, soit des nappes.
On n'a pas toujours cette flexibilité-là. Parfois, il y a plusieurs nappes également. Là, dans ce cas-là, il n'y en avait qu'une, mais parfois, il y a plusieurs nappes superposées. Et donc, en fait, l'outil permet de savoir juste ce qui est possible. D'accord. Parce que nous, c'est vrai que par rapport dans l'institution, donc les bâtiments, il peut y varier entre des bâtiments on peut avoir des bâtiments petits, on appelle ça des petits bâtiments. Je ne sais pas si on peut l'appeler bâtiments, des petites surfaces, mais on peut avoir des bâtiments je peux y aller jusqu'à 10 000, voire plus, 20 000 mètres carrés. Donc pour des bâtiments de grande surface comme ça veut dire qu'il faut un champ quand même assez important pour mettre en place un système comme ça. Alors, Ça tout à demande fait. Alors, sauf si on utilise des sondes déviées. Quand on prend des sondes déviées, on a besoin de 150 mètres carrés au sol de cour intérieure. Mais quand on prend des sondes verticales, vous avez raison, pour un gros bâtiment, du coup, ça nécessite beaucoup plus de sondes. Et de façon générale, pour compléter un peu ma réponse de tout à l'heure, c'est vrai que quand on a des nappes, on privilégie en général les nappes également pour les gros bâtiments. Parce qu'en fait, la puissance qu'on va chercher nécessite juste 2 forages. Et à l'autre bout de la chaîne, quand on parle de maisons individuelles ou de petits bâtiments, c'est vrai qu'en général, on est plutôt sur des sondes parce que là, pour le coup, on a des besoins de puissance qui sont plus limités et ça s'adapte mieux. Mais après, c'est des grandes généralités, hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux regarder en pratique. Mais voilà. Je vois qu'il y a une autre question. J'espère avoir répondu déjà, mais je vois qu'il y a une autre merci. question. Avec plaisir. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'est que je n'ai pas vraiment compris comment s'intégrait le système avec le reste d'une installation, avec une chaudière, avec du rafraîchissement existant, etc. D'accord, tout à fait. Alors, on va prendre effectivement, vous n'avez pas compris parce que je ne l'ai pas expliqué. Donc, on va l'expliquer maintenant. Alors, on va prendre plusieurs cas concrets. Un des cas les plus simples et les plus favorables pour directement pouvoir faire un remplacement de système de production de chaleur et de froid par de la géoénergie, c'est un cas de ventilo-convecteur. Parce qu'en fait, quand on a un cas de ventilo-convecteur, on a déjà un circuit qui sert à faire de la chaleur et du froid, qui en général a des régimes de température qui sont assez proches du 12-15 degrés dont je vous parlais. Et donc, c'est un cas assez répandu et qui est favorable à un simple remplacement de chaudière. Maintenant, on va prendre le cas le plus défavorable. Le cas le plus défavorable, c'est le cas où il n'y a pas de système de rafraîchissement, il y a juste un système de chauffage. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut repenser également la partie émetteur au sein du bâtiment. Parce que les émetteurs sont faits uniquement pour faire de la chaleur. Et donc, si on veut qu'ils puissent faire du froid, il faut les remplacer par des systèmes qui font chaud et froid. Donc ça nécessite plus d'intervention sur la partie du circuit secondaire. Et maintenant, on va dans le cas complètement idéal qu'on trouve rarement en existant, mais si on est dans un cas de restructuration lourde ou de projet neuf, c'est celui qu'on recommande. C'est plutôt des planchers ou des plafonds rayonnants, parce que alors là, ceux-là sont à des températures autour de 30, enfin, fonctionnent à vraiment très basse température, y compris pour le chauffage. Et en rafraîchissement, permettent de bypasser la pompe à chaleur et d'utiliser directement le 12 à 15 degrés. Donc, le cas, on va dire, complètement idéal, c'est celui-là. Mais je suis bien consciente que sur de l'existant, il est extrêmement rare en France. Parce que dans certains pays du nord de l'Europe, il est beaucoup plus fréquent. Est-ce que du coup, j'ai répondu ou vous avez une demande de clarification complémentaire? Donc, si je comprends bien, si on doit remplacer une chaudière, par exemple, on va remplacer la chaudière par des sondes plus une pompe à chaleur. Tout à fait, tout à fait. Les sondes permettent d'aller chercher entre 12 et 15 degrés. Ça suffit jamais pour le chauffage. Le complément est fait avec une pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur par rapport à une pompe à chaleur, donc c'est aérothermique qui utilise l'air extérieur, a un rendement qui sera nettement meilleur puisque au lieu de partir de l'air glacé, elle part d'une température qui est déjà entre 12 et 15 en hiver et à contrario, au lieu d'avoir de l'air chaud en été, elle part d'une température qui est autour de 12-15 toujours.
enfin, vraiment cette latitude. Mais vous avez raison, il y a 2 éléments dans le système. Après, je parlais même de la partie émission ensuite dans le bâtiment, qui est importante dans la mesure où ça régit la performance, donc le COP de l'installation globale est régi par les différences de température entre ce qu'on va chercher dans le sol et ce qu'on fait circuler dans le bâtiment. Dans ce cas-là, est-ce que vous vendez une solution complète, c'est-à-dire une solution d'installation avec les sondes, plus les pompes à chaleur, plus les émetteurs, plus tout ça? Absolument. Alors, deuxième question, après, beaucoup plus pratique. Hein. Nous, on fonctionne en marché public. Hein. Est-ce que vous êtes plusieurs à faire ce genre de choses et est-ce que, du coup, on fonctionne sur une mise en concurrence traditionnelle? Oui, alors en fait, nous, notre positionnement, c'est un positionnement d'AMO. Donc, on peut vous aider à rédiger votre marché et à faire les appels d'offres. En fait, on peut vous accompagner sur l'installation complète, sur déjà la partie détection de potentiel, c'est ce que je vous expliquais au préalable, et ensuite en tant qu'AMO sur la suite, et donc vous aider dans la rédaction de votre, enfin s'il y a un potentiel, parce que sinon on va pas, enfin s'il n'y a pas de potentiel, c'est pas la peine, mais vous aider dans la rédaction de l'appel d'offres. Donc, en fait, vous n'êtes pas, vous ne vendez pas un système, vous vendez comment dire, vous ne vendez pas un produit, vous réfléchissez sur une optimisation de la production de chaud et froid, quoi. Absolument, Avec absolument. une spécialité, on va dire, géothermie. Absolument. Et ensuite, en fait, il y a des bureaux d'études, enfin, il y a des bureaux d'études, comment ça s'appelle, des foreurs, des installateurs existants pour lesquels on peut établir les lignes, enfin, ce qu'on veut demander pendant l'appel d'offres. Mais si c'est pertinent, hein, si c'est pertinent, évidemment. Enfin, Il y a monsieur Cédric Charlot et je vois un commentaire, c'est que vous avez des centres verticales sur votre site, c'est ça? alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, ouais, tout à fait. Donc, moi, je suis conseiller immobilier pour la région Centre Pays de Loire pour les métiers dans la branche famille. Et on a travaillé en effet sur la CAF du Loiret, qui est un bâtiment en bord du fleuve, mais toutefois donc chauffé principalement par du gaz en amont. Et puis donc radiateur plus centrale de traitement d'air pour tout ce qui est renouvellement d'air et puis traiter les déperditions volumiques par ce biais. Il a été en effet intéressant de se pencher sur une solution de pompe à chaleur et qui plus est, on avait un parking qui nous permettait de récupérer et de réaliser des forages, donc forages verticaux avec échangeur et donc on puise pas l'eau directement comme l'expliquait Mme Chumier, mais par échangeur avec un artifice qui est une pompe à chaleur. Donc installation qui fonctionne bien dans le cadre du décret tertiaire, justement, on essaie, alors j'en profite, avec l'outil UCANS, on a essayé de faire quelque chose pour se projeter sur l'avenir et sur le décret tertiaire, et c'est particulièrement concluant cette installation, et elle nous permet de rentrer en effet dans les clous pour le décret tertiaire et par rapport aux économies d'énergie, bien évidemment. Donc, le petit complément que j'ajouterais, c'est en effet la période de free cooling en intersaison qui n'est pas négligeable, qui nous permet de gagner de gagner gratuitement l'énergie du sol à une quinzaine de degrés, en effet. Donc je suis pas sur le site, mais j'ai travaillé avec le gestionnaire patrimoine et qui suit les choses de près, et c'est particulièrement concluant avec un appui de l'ADEME pour le suivi du financement, et puis aussi sur le suivi technique qui demande quelques rapports pour voir l'efficacité du système. Donc voilà pour ce qui en est de mon expérience.
Bah, merci, vous êtes Bah, parfait. merci beaucoup. Moi, Merci. j'aimerais bien parler avec vous plus souvent. Eh ben, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Et effectivement, je ne l'ai pas dit, mais il y a des subventions de l'ADEME assez importantes par le biais du fonds chaleur qui prennent 30 à 40% des installations. Je vois juste une question de Benoît Ringard sur le risque d'épuiser la ressource du sous-sol. C'est un risque réel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours le faire sérieusement, ces types d'installations-là, et notamment bien réfléchir aux besoins en été et en hiver. C'est pour ça qu'en fait, ce que je vous disais, c'est qu'il faut toujours faire un couplage entre bâtiment et sous-sol. Et c'est pour ça que je vous expliquais aussi que nous, on fait toujours des STD en fait pour évaluer les besoins hiver et les besoins été. Parce que, en effet, si les besoins sont trop déséquilibrés, il faut le savoir assez tôt et le monitorer aussi, de façon à changer, par exemple, à passer plus vite sur un appoint, et de préférence, pour ne pas avoir ce risque d'épuisement de la ressource souterraine et en faire une vraie énergie renouvelable. Super. Ben, merci beaucoup, Madame Chounier. Je vais devoir passer la parole, je suis désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Et s'il reste un peu de temps à la fin, on y reviendra. Ou sinon, on les traitera par écrit et on les enverra ensuite dans le compte rendu. Je vais passer la parole du coup à Juliette. Si vous pouvez mettre. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Juliette. Bonjour. Je vous laisse la parole du coup. Je ne sais pas si vous avez une présentation aussi. Tout à fait, je la partage. Génial, merci. Merci à vous. Alors bonjour à tous, je m'appelle Juliette Fournant et je suis responsable du développement chez Wind My Roof. Alors avant de parler de notre produit, je vais d'abord revenir un peu sur Wind My Roof. On est une start-up, on a été créé en 2018 par Antoine et Yanis, là, qui sont au fond sur la photo. Ils ont passé 3 ans sur de la recherche et du développement pour créer un module de production d'énergie mixte alliant éolien et solaire et arriver à un optimum entre taille et production. Ça s'est un peu accéléré en 2020 avec une première levée de fonds qui nous a permis de faire des embauches et de mener une première expérimentation en conditions réelles sur un bâtiment de la Défense sur lequel je reviendrai plus tard. Et aujourd'hui, ce qu'on met en place, c'est l'industrialisation et la commercialisation de premiers projets pilotes. On en a 2 et je reviendrai également là-dessus. N'hésitez pas à m'interrompre aussi si vous avez des questions et sinon j'y répondrai à la fin. Alors, aujourd'hui, ce qu'on met en place, c'est une production d'énergie pour les bâtiments. Donc, notre focus, c'est vraiment le bâtiment. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les bâtiments sont responsables de 45% de la consommation d'énergie en Europe et de 25% des émissions carbone. Il y a donc un double enjeu d'autonomie énergétique pour les bâtiments et de réduction de l'impact environnemental. Ce qu'on propose, c'est l'une des solutions, mais ce qu'on préconise, c'est de bien sûr mixer le plus de solutions possibles pour arriver à un bâtiment, si ce n'est neutre, le moins émetteur possible. Alors, on a 2 cas d'usage. Le premier, ça va être de produire de l'énergie sur les toits des bâtiments et directement de le réinjecter dans le bâtiment, donc de l'autoconsommation. Le deuxième cas, ça va être d'alimenter des solutions de mobilité électrique, type vélo, type trottinette électrique. C'était d'ailleurs ce qu'on a fait à la Défense. On peut aussi penser à des véhicules un peu plus gros, type voiture électrique, mais il faudra des grosses installations. On peut travailler aussi bien sur des bâtiments qui sont en rénovation que des bâtiments en construction. La différence, ça va être la temporalité, mais aussi l'effort d'intégration architecturale qui peut être maximisé si on s'y prend dès le départ avec les architectes. Ce qu'on préconise, c'est vraiment de maximiser la production d'énergie et donc de coupler notre solution avec toutes les autres solutions qui sont disponibles, notamment les panneaux solaires. On nous met souvent en opposition, mais c'est pas le cas. En fait, on va prendre une certaine portion de la toiture et laisser le reste disponible pour toutes les autres solutions. Donc, ça peut être panneaux solaires ou toiture végétalisée.
Le plus souvent, sur les cas d'autoconsommation, on va fonctionner sans stockage parce qu'on va produire moins que le talon de consommation du bâtiment. Mais si c'est nécessaire, on travaille avec des batteries de seconde vie ou encore solutions hydrogène sur les cas de recherche et développement. Donc voici à quoi ressemble notre Winbox, notre produit de production d'électricité mixte. Donc c'est une turbine qui se place sur l'acrotère, c'est-à-dire les bordures de toit, pour récupérer les vents qui remontent en s'accélérant le long des façades et qui s'engouffrent directement dans le module. Donc l'aspect boîte, la carène, sert à guider le vent directement sur les pales du rotor qui va tourner, transformer le vent en énergie, et on met un pack électrique par lot de 5 Winbox pour l'exploiter directement sur le réseau. Les avantages, c'est la discrétion de la turbine. On reproche souvent le bruit, les nuisances sonores des éoliennes. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 4 points de fixation. Donc ça permet de minimiser les vibrations qui vont être dans le bâtiment. Et surtout, on travaille avec des pièces issues de l'automobile pour pouvoir minimiser le bruit. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'à moins de 2 mètres du module, à plus de 2 mètres du module, pardon, on n'entendra pas la Winbox. Le vent fera toujours plus de bruit que les pales du rotor. Alors, en plus de la turbine, on rajoute des panneaux solaires. C'est ce que vous voyez ici sur la photo. Pourquoi? Tout simplement pour produire plus sur un même espace, pour maximiser la production, et aussi parce que ce qui coûte cher dans l'installation solaire, c'est pas le produit en lui-même, mais c'est l'installation. Donc en le fixant tout de suite sur la Winbox, ça nous permet de réduire les coûts du solaire. L'objectif, ça ne va pas être de mettre un seul module, mais de maximiser la production et donc d'installer des centrales. Elles se placent en fait les unes à côté des autres, et sur le linéaire le mieux exposé, on pourra en mettre au maximum. En termes de puissance, on est à 2,2 kW, et ce qui fait qu'en production, on va être capable de produire 0 s'il n'y a pas de vent, pas de soleil, et jusqu'à 2,5 MWh par an et par Winbox. Je reviens sur la production d'énergie permise par le solaire et l'éolien. Le problème avec un seul des moyens de production, c'est que ça va dépendre des conditions météorologiques. Et donc, l'intérêt de coupler les deux, c'est qu'on va pouvoir laisser la courbe de production. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas dans le sud de la France, mais dans le reste de la France, c'est le cas. L'éolien est plus fort en hiver, et donc quand le mix est aussi le plus carboné, et le solaire est plus fort en été. Donc coupler les deux va nous permettre d'avoir une courbe de production lisse et de minimiser la variabilité annuelle. Dans le sud de la France, ce qui est bien, c'est qu'il y a du soleil tout le temps et du vent tout le temps. Sur l'impact carbone et l'empreinte de la Winbox, on a essayé de faire quelque chose le plus green possible, et donc l'impact, ça va être 25 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. Ça va bien sûr dépendre du niveau de production, et c'est pour ça qu'on va mettre en place que des bons cas d'usage. S'il n'y a pas assez de production, l'impact carbone est mauvais, mais s'il y a une bonne production, on sera en dessous de 25 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure sur la turbine. Par comparaison, les panneaux solaires, c'est 45 grammes en moyenne, et le mix français, qui est très faible, c'est 61 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. On travaille avec des panneaux solaires français, et ça nous permet de faire baisser aussi leur empreinte. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on est adapté à certains types de bâtiments. Le premier critère, ça va être une toiture plate. Et ensuite, il y a toute une série d'indicateurs qui vont faire varier la production. Tout d'abord, le gisement éolien.
s'il n'y a pas de vent, il n'y aura pas de production. Et c'est pour ça qu'on va cibler certaines zones. Le quart nord-ouest de la France et le sud-est, avec le bassin méditerranéen et le début de la vallée du Rhône. Ensuite, la hauteur va faire varier la production. Plus le bâtiment est haut, meilleurs seront les résultats. Tout d'abord parce que le vent est plus fort en hauteur, mais aussi parce qu'avec l'effet d'accélération le long des façades, ça va multiplier la production. On va se placer sur un linéaire du bâtiment, c'est-à-dire celui qui est le mieux orienté face au vent, et le reste sera laissé disponible. Donc, plus le bâtiment est bien orienté, meilleurs seront les résultats. Et enfin, dernier élément qui va être important, c'est la densité urbaine. Parce que s'il y a beaucoup de bâtiments qui se dressent sur la trajectoire des vents, ça va avoir un effet positif ou négatif sur la production et il faut le prendre en compte. L'année dernière, on a mis en place une expérimentation à la Défense qui a duré 1 an. L'objectif, c'était de recharger des trottinettes électriques. C'était un bâtiment de 2 étages et on a mis 2 Winbox. Ça permet, la production qu'on a engendrée, donc 600 kWh, a permis de recharger 900 trottinettes. Ça, c'est en théorie. En réalité, il n'y a eu pas beaucoup de communication et puis on était en plein Covid, donc l'énergie a surtout été stockée et perdue. Mais en tout cas, ça aurait pu alimenter 900 trottinettes et permettre donc 45 000 km d'autonomie sur ces trottinettes. On a d'autres projets qui arrivent et qui verront notre dernière version de Winbox qui est en train d'être industrialisée chez nos partenaires à Saint-Nazaire. Le premier, c'est un logement social à Rouen avec 8 Winbox. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sera en autoconsommation et que sur ce projet, l'investissement est pris en compte par le bailleur social et toutes les économies d'énergie seront déduites des charges des locataires. Le deuxième projet qui verra le jour, c'est au 2e trimestre de 2022 et ce sera sur un bâtiment public municipal dans une ville de l'Île-de-France. Là, c'est 10 Winbox et ça permettra de compenser la flotte de véhicules électriques. Alors, comment se déroule un projet chez nous? Il y a une grosse partie qui est très importante, c'est d'abord savoir s'il est pertinent de mettre en place des Winbox. Et pour ça, il faut étudier le gisement éolien et aussi l'ensoleillement de la zone pour savoir combien on va produire. Donc ça, c'est vraiment la première phase sur la production d'énergie. La deuxième, ça va être des études sur le bâtiment, savoir si structurellement, le bâtiment va tenir. Alors, nos Winbox sont pas très volumineuses. C'est 2 mètres sur 2 mètres et ça pèse 300 kg sur 4 mètres carrés, donc 75 kg par mètre carré, ce qui n'est pas énorme. Mais il faut quand même faire ces études-là et en parallèle faire des études électriques pour savoir comment on va se raccorder. En termes de déclaration administrative, sur la rénovation, une déclaration préalable avant travaux va suffire. Et d'ailleurs, il y a un article du Code de l'urbanisme qui stipule que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à la production d'énergie renouvelable. Donc, il y aura très peu de problèmes sur les déclarations préalables que nos clients font avant travaux. À quelques exceptions près, bien sûr, ça va être tous les centres historiques, les sites patrimoniaux, les sites classés, les parcs nationaux, les choses comme ça. Ensuite, on fait l'approvisionnement de la Winbox, on fait l'installation, le raccordement et ensuite on remonte de la donnée à intervalles très fréquents pour pouvoir évaluer nos projets. Toutes ces données sont à disposition de nos clients et sont remontées dans une interface. Voilà pour la présentation de WinMyRoof. Je suis disponible si vous avez des questions. Super, merci beaucoup Madame Fournant. C'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, qui souhaitent
lever la main, mettre des questions sur le chat. Ah, parfait. Monsieur Calland, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à ce qui a été dit, effectivement. Donc, cette solution, par rapport à l'exemple que vous donnez sur les trottinettes, permettait d'alimenter quelque chose d'indépendant, hein, Mais comment on peut réinjecter cette électricité au niveau d'un bâtiment? Alors, Est-ce que déjà c'est possible? Parce oui, qu'effectivement, il y a des contraintes légales et entre autres. Et voilà, parce que le but, voilà, je vous pose la question parce que vous disiez qu'idéalement un bâtiment avec un toit plat était idéal. Alors, pour situer, moi je suis en CARSAT, à Limoges. On a un bâtiment de 10 étages avec un toit plat, enfin 2 toits même. Et du coup, voilà, j'ai essayé de me projeter par rapport à ça. Mais comment on réinjecte ou on réutilise peut-être avec la solution qui nous a été présentée précédemment pour réutiliser cette énergie, mais en termes de bâtiment, j'allais dire. alors merci pour cette question. Le cas qu'on veut privilégier, justement, c'est la réinjection directe dans le tableau du bâtiment et donc l'autoconsommation. Pour ça, en fait, ce qu'on va fournir, c'est du tout compris. C'est-à-dire que dans la Winbox, alors les Winbox, c'est par lot de 5, il y a un pack électronique avec un onduleur qui va transformer l'énergie pour qu'elle soit directement réinjectable dans le bâtiment. Donc, en termes de travaux, tout ce qu'il va falloir faire, c'est tirer les câbles jusqu'au TGBT du bâtiment. Ça peut être beaucoup de câbles, hein, surtout si vous avez 10 étages, ça commence à faire beaucoup. Mais en fait, c'est très simple. On fournit tout, il y a simplement à tirer les câbles. J'en profite aussi, du coup, si on ne fait pas d'autoconsommation ou si la production de la Winbox sera supérieure au talon de consommation du bâtiment, c'est-à-dire la consommation minimale du bâtiment en tout temps, là, on peut mettre un système de stockage qui sera également compris dans les Winbox. Ce qu'on a fait à la Défense, c'était des batteries de seconde vie. Donc des batteries qui étaient utilisées avant dans des voitures et qui aujourd'hui ne sont plus assez fortes pour pouvoir fonctionner dans l'automobile, mais par contre qui peuvent très bien stocker l'énergie produite par les Winbox. Voilà. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, nickel. Alors, ça m'amène une réflexion, mais alors, qui n'a rien à voir et qui est complètement peut-être un peu farfelue, mais est-ce que c'est adaptable sur des véhicules? Alors, je vais un peu plus loin hein, sur ma réflexion, puisque vous disiez que c'était par rapport au vent et que ça fonctionnait. Hein. Donc, si, alors, je vais très loin dans la réflexion, mais si on pose, j'allais dire, une box adaptée sur un train, qui lui se déplace quand même à une grande vitesse, est-ce qu'on récupère cette énergie-là? Est-ce que c'est récupérable? Est-ce que c'est des projets qu'on peut envisager ou c'est parce que là il y a quand même voilà, des déplacements qui génèrent beaucoup de, j'allais dire entre guillemets, de vent artificiel. Alors, en théorie, c'est possible. Après, notre Winbox supporte des vents jusqu'à 180 km/h, ce qui représente beaucoup moins qu'un TGV, par exemple. Donc, ce serait délicat. Et surtout, en fait, en France, 180 km/h, ce qui est déjà énorme, ce ne sera pas des vents continus, ce sera plutôt des rafales. Et donc, je ne pense pas que notre module pourrait supporter des vents aussi forts. Ensuite, sur tout ce qui est autres véhicules, ce sera difficile avec le poids du module et aussi ajouter un tel poids sur les véhicules va les ralentir et donc ça va demander beaucoup plus d'énergie pour faire rouler le véhicule que s'il n'y avait rien au-dessus. Et en termes de avantage coût, je pense que c'est pas pertinent. D'accord. Je vois qu'il y a une autre question sur les onduleurs. On fait un onduleur pour l'éolien et un autre onduleur pour le solaire. Alors, je ne vois pas qui lève la main, mais allez-y. Alors, c'était Monsieur Calland, mais je crois qu'il a déjà
Bon, alors c'est aussi une autre question, hein, mais je pense que on a traité sa question. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser. En tout cas, je suis disponible si vous avez envie de voir si votre bâtiment serait pertinent pour des installations de nos Winbox. Je vais simplement évaluer la hauteur de votre bâtiment, là où il se trouve, en fonction de données météo, si elles sont bien orientées, et avec un indice de rugosité. Donc la rugosité, c'est vraiment analyser la densité autour du site et le type de densité sur le sol. Donc n'hésitez pas, je suis disponible et je vais vous mettre mon adresse dans le chat. Je pense qu'on a une dernière question, Juliette. Est-ce que cette technologie pourrait permettre à un bâtiment de devenir passive house? Simplement avec la Winbox, ça paraît compliqué. C'est une bonne solution et c'est une solution qui produit beaucoup pour l'espace et le poids qu'il prend. Mais Passive House, il faudra aussi faire des efforts tout simplement sur les matériaux, sur plein de choses et coupler ça avec d'autres énergies. Super. Je vois que vous avez partagé votre mail. Super, très bien. Nous, on vous partagera du coup le replay du webinaire avec les contacts des participants de toute façon. Donc, vous aurez accès aux informations. Ah, il y a une question de Madame Merle. Oui, est-ce qu'on a déjà des éléments de retour sur investissement? Oui, alors j'en ai pas parlé parce qu'aujourd'hui on n'est pas industrialisé, donc nos prix ne sont pas nos prix finaux. Sur les projets pilotes qu'on fait, on est à l'équilibre sur 20 ans. Donc c'est déjà bien quand on voit que l'énergie est très, très faible, à un coût très faible en France. Sur les projets post-industrialisation, on veut faire des économies d'échelle grâce au volume et s'aligner sur les panneaux solaires. Donc un retour sur investissement entre 8 et 10 ans, selon les cas. Et à quelle échelle de temps vous visualisez cette industrialisation? D'ici 2 ans, ce sera fait. D'autant plus que le marché français n'est pas notre marché principal, tout simplement parce que l'énergie n'y est pas chère et y est très peu carbonée. Ce qui incite nos clients en France à faire appel à nous, c'est vraiment ce désir d'innovation et de réduction de leur empreinte carbone. Et ça va être aussi tout ce qui est réglementaire. On vise aussi une expansion là en Allemagne où, au contraire, le mix est très carboné et les prix de l'électricité sont très hauts et qui nous permettra de nous industrialiser très vite. Est-ce que vous faites partie d'un incubateur à l'échelle européenne qui vous aide à trouver des financements? Oui, tout à fait. Alors, c'est même nos investisseurs, ça s'appelle EIT InnoEnergy. Et ils nous aident sur tous les aspects possibles, que ce soit commerciaux, financiers ou réglementaires. Très bien, merci pour ces précisions. Merci à vous. Je vais laisser la parole du coup à Moustapha Messaoudi pour la dernière présentation de ce dernier webinaire Impulsion 2021. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais présenter un peu l'application Conseil Énergie. Donc, je vais mettre la caméra. Donc, c'est une application qui est développée avec, elle est développée, c'est une application UCONS. En fait, elle est développée par le département immobilier en collaboration donc avec la DSI de l'UCONS. Et l'historique un peu de cette application, c'est que c'était développé à la demande de la branche agricole. C'était pour déterminer les étiquettes énergétiques et climat pour leur branche, hein, tous les sites de la branche pour pouvoir un peu
prouver tous les bâtiments qui sont énergivores, hein, c'est tous ceux qui ont été classés FG, et de pouvoir faire des audits énergétiques sur ces bâtiments-là et pouvoir trouver les solutions pour pouvoir les déclasser en catégorie supérieure. Donc ça, c'était l'historique. Après, donc l'application aujourd'hui, elle est plus déviée vers le calcul des objectifs liés au décret, hein. Donc elle s'est adaptée au décret tertiaire qui est sorti donc récemment. Et donc aujourd'hui, elle est plus orientée vers la détermination de l'année de référence pour le décret. Et puis, quels sont les objectifs 2030, 2040, 2050. Hein, donc, il y a eu le décret qui est sorti récemment. Donc, il y a une mise à jour du décret qui va sortir bientôt, hein, normalement fin du mois, début de l'année. Et il y a quelques modifications donc sur le calcul des objectifs et définition aussi des sous-catégories et sous-catégories des bâtiments. Donc là, je vais vous faire une démonstration sur l'outil. Si je peux. Donc l'outil, il y est dans le site de l'UCONS, hein, dès que vous pouvez connecter à l'UCONS, ucons.fr, dans l'espace organisme. Donc vous vous connectez avec votre mot de passe et votre adresse mail. Et vous allez dans tout ce qui est application métier, hein, rubrique application métier. Donc il y a plein d'applications qui sont développées d'ailleurs par l'UCONS, hein, qui sont mises en relation, relations sociales, ressources humaines. Et après, vous avez quelques applications liées à l'immobilier. Il y a la plateforme des suivis des opérations immobilières, hein. Toute opération suivie par l'UCONS, elle passe par la plateforme des suivis des opérations. Il y a aussi les annonces immobilières, hein, de vente, achat, et puis il y a un guide de création, hein, tout ce qui est pour tout ce qui est CCTP, hein, tous les contrats, le cahier des charges pour la maintenance. C'est intéressant d'avoir. Il y a pas mal de guides à l'intérieur. Et puis il y a Conseil Énergie. Là-dessus, donc si vous avez accès à l'application, donc vous allez accéder directement. Sinon, il faut demander une habilitation. Donc là, on ne la voit pas parce que moi je suis déjà habilité. Donc on demande l'habilitation ici. Donc je vais fermer ça. Donc ici, on est sur l'application. Pour chaque organisme peut avoir accès à l'ensemble de son patrimoine, hein. L'exemple parfait là, c'est branche recouvrement. L'organisme de l'URSSAF de Picardie, il a accès à l'ensemble des bâtiments de son organisme. Donc chaque organisme, il voit que son patrimoine. Par contre, par exemple, pour une personne de la branche au niveau caisse nationale, il a accès à l'ensemble des organismes de sa branche. Donc, il peut choisir à renseigner ou voir les résultats, par exemple, pour la branche l'URSSAF de Bourgogne. Et là-dessus, il y a tous les bâtiments. Donc là, si je prends par exemple l'URSSAF de Picardie, donc là, ils ont 6 sites. Donc on va choisir par exemple celui-ci, là, Saint-Quentin. Donc sur le site de Saint-Quentin, il n'y a qu'un seul bâtiment. C'est celui-là, hein, Saint-Quentin. Il y a celui R80. Bon, pour tous ceux qui sont, ils savent un peu ce que c'est que les CODRAP bâtiments, CODRAP implantation, ceux qui renseignent Rios, Pearls. Donc CODRAP bâtiment, on l'ouvre. Et là-dessus, donc on est sur 6 onglets. Il y a un qui est lié à les caractéristiques de bâtiment. Il y a un autre qui est l'enveloppe du bâtiment. Là, on voit toutes les caractéristiques, on peut les renseigner, hein, toutes les caractéristiques du bâtiment, enveloppe, mur opaque, s'il y a de l'isolation, pas isolation. Mais ça, aujourd'hui, c'est pas obligatoire de les renseigner, mais ça permet aussi de trouver les gisements d'économie pour pouvoir atteindre les objectifs du décret, par exemple. Donc ça, c'est tout ce qui est caractéristique du bâtiment lui-même. Il y a l'onglet équipement CVC, où là, on renseigne, mais ça, c'est obligatoire parce que dans le décret tertiaire, on cherche à avoir donc l'année de référence. Pour déterminer l'année de référence, il faut savoir la choisir entre 2010 à 2020 pour les bâtiments neufs aujourd'hui. Donc
on cherche l'année de référence dans cette période-là, et l'année de référence qu'on choisit, elle doit être corrigée. Pour pouvoir la choisir, il faut savoir la corriger à la rigueur climatique, hein, rigueur DGU hiver comme DGU été. Donc pour pouvoir la corriger, il faut savoir la consommation de chauffage et la consommation de la climatisation pour pouvoir enlever cette part de rigueur climatique. Donc on est obligé de les renseigner, le chauffage et la climatisation de 2010 jusqu'à 2020. Mais donc en fait, on renseigne dans ce cas-là, par exemple, on a le chauffage, on a deux types de chauffage. On a un chauffage, je pense qu'ils ont un chauffage électrique, une part en chauffage électrique et une part en chauffage pompe à chaleur pour l'année 2019. Hein. En fait, on doit renseigner ça pour toutes les années, 2010 à 2019. Mais on n'est pas obligé de les renseigner une par une. On peut, si on n'a pas changé de système de 2010 à 2019, on peut renseigner qu'une seule page et la dupliquer sur l'ensemble des années précédentes. Donc là, on renseigne le chauffage, la climatisation, l'eau chaude sanitaire et la ventilation. Équipement électrique, on renseigne ici le type de luminaire qu'on a. Ah, par exemple, ici, ils ont deux types de luminaires différents. Ils ont des fluorescents ferromagnétiques et ils ont des LED. Donc, ils ont déjà commencé à changer, je pense, une partie de leur bâtiment en LED et ils ont encore une partie qui est ferromagnétique. Donc, quand on cherche des économies d'énergie pour atteindre l'objectif de 2030, on peut, par exemple, préconiser de remplacer. Bon, c'est pas grand-chose, mais quand même, c'est une des options pour atteindre les objectifs de 2030. Et puis ici, on renseigne toutes les consommations d'énergie, que ce soit électricité, gaz, biomasse, climat urbain, climatisation urbaine, chauffage urbain et fuel. Et tout cela pour chaque année. Par exemple, 2019, ils ont que de l'électricité, 2018, 2017, et ainsi de suite. Dès qu'on a renseigné donc les surfaces, hein, donc les surfaces, les effectifs, si c'est un bâtiment sous catégorie, la catégorie d'activité de bureau, hein, le décret, il définit des objectifs en consommation absolue selon la catégorie d'activité. Bon, là ici par exemple, le bureau standard, il peut y avoir Open Space, Flex Office. Donc il y a une mise à jour qui va venir prochainement où on pourra choisir plusieurs sous-catégories. Genre, on a 50% de bureaux standards, 50% d'open space. Comme ça, les objectifs ils vont être modifiés en fonction du pourcentage de chaque catégorie. Ici, par exemple, j'ai un bâtiment qui fait 1119 mètres carrés. Je reviens à l'année 2019. Si le bâtiment, aujourd'hui, il faisait 100 mètres carrés, un exemple, j'enregistre. Bon, la surface, il me dit qu'il y a des erreurs parce que les surfaces chauffées ne correspondent pas à la surface de plancher. Mais par contre, il va vous ajouter une case ici en vous demandant si le bâtiment il fait partie d'une foncière supérieure à 1000 mètres carrés. Donc ça, s'il fait partie de 1000 mètres carrés, donc il rentre dans le cadre du décret tertiaire. Donc je reviens sur mon année 1119. Et puis, on va aller dans le décret tertiaire. Décret tertiaire, donc vous avez toutes les années les consommations corrigées à la rigueur climatique en kilowattheure, en kilowattheure au mètre carré, et puis on choisit l'année de référence. Donc, l'année de référence, c'est la plus élevée. Je pense que là, c'est 220. 220, c'était pour eux, c'est 2013, l'année 2030 qui est l'année de référence. À partir de là, dès qu'on a choisi l'année de référence, on va dans le tableau de bord. On a notre organisme, l'URSSAF de Picardie. On va aller regarder dans le bâtiment, dans le site de Saint-Quentin. Donc, il n'y a qu'un seul bâtiment. On le choisit, on met mise à jour. Et là-dessus, on a pas mal d'indicateurs. Donc là, on a toutes les énergies qu'on a renseignées. Hein.
là, ils n'ont pas renseigné 2010, 2011. Je pense qu'ils n'ont pas eu trouvé les factures en général, on a du mal un peu à remonter jusqu'à 2010, 2011. Bon, il faut quand même les trouver pour pouvoir choisir l'année de référence, la meilleure année de référence de 2010 à 2019. Donc, on a les années, les consommations qu'on a renseignées, on les a par an, par année, par mètre carré, par mois, si on les a renseignées par mois. On a les consommations de chauffage. Je corrigeais à la rigueur climatique, mais là, c'est un exemple puisqu'on voit que la consommation de rigueur, la consommation de chauffage, à la rigueur, elle est horizontale parce que ils sont à l'électrique. Et comme ils sont à l'électrique, on ne peut pas savoir exactement combien ils ont consommé réellement. Bon, je vais peut-être faire un autre exemple, peut-être, qui est meilleur que celui-là, parce que celui-ci, il est chauffé à l'électricité. On a les étiquettes énergie, climat et énergie, la répartition des consommations d'énergie, puis on a les objectifs du décret tertiaire. Donc là, on voit qu'ils ont choisi, par exemple pour le décret tertiaire, ils ont choisi l'année de référence, c'est 2013, elle est à 234. Aujourd'hui, ils sont à 135. Et les objectifs pour 2030, 2040, 2050, ils sont là. Donc ce qui est gris, c'est les consommations en absolu. Consommation absolue. Donc la consommation absolue aujourd'hui, elle est donnée que pour 2030. Pour celle de 2040, elle sera donnée en 2030 et celle de 2050, elle sera aussi donnée en 2040. Bon, l'État, je pense qu'il laisse un peu le temps pour pouvoir corriger le tir si les objectifs, ils ont du mal à être respectés par les ajustés. Donc ici, on a l'objectif 135. L'objectif qu'il faut peut-être atteindre, c'est on est à 130, il est déjà 140. Donc on a déjà atteint les objectifs de 2030, rien que pour ce bâtiment-là. Donc rien qu'avec les économies qu'on a fait de 2010-2013 à aujourd'hui. Donc ça, par exemple, c'est un bâtiment qui respecte les objectifs de 2030. En 2030. Après, il faut regarder par rapport à 2040, 2050, mais aujourd'hui, pour ce bâtiment-là, il respecte le décret tertiaire en 2030. On a certains indicateurs qui sont ici, des ratios de consommation par surface, en énergie finale, en énergie primaire. On les a en occupation aussi, par nombre d'agents, par poste de travail. On a les répartitions de consommation. Répartition des consommations, ventilation, refroidissement, éclairage. Donc on voit que c'est le chauffage ou la part la plus importante qui est sur la consommation la plus importante, c'est le chauffage. Donc par exemple, on peut intervenir ici pour réduire les consommations globales. Voilà, il y a un gisement ici par exemple. Et puis on a ici la consommation, donc 124 kWh en énergie finale pour ce bâtiment-là. On voit celle de l'organisme. Bon, là, parce qu'elle est 110, mais je pense que tous les bâtiments, ils ne sont pas renseignés. Il y a quand même pas mal de bâtiments qui ne sont pas renseignés. C'est pour ça qu'on a une consommation un peu basse, mais le jour où ils ont renseigné tous les bâtiments, tous les sites aussi, donc on peut avoir la vraie moyenne de l'organisme. On a celle de la branche de recouvrement et puis on peut la comparer aussi avec la moyenne générale. Donc ces deux dernières aujourd'hui, c'est vrai que c'est juste à titre indicatif parce que la plupart des sites, ils sont pas renseignés aujourd'hui. Le jour où tous les sites ils seront renseignés, on pourra avoir une véritable moyenne par branche et par institution. Donc on peut le faire par bâtiment. On peut choisir ce bâtiment-là. On peut par exemple renseigner, aller voir un autre bâtiment. Bon, là, je ne sais pas s'ils ont déjà renseigné. Oui, là, par exemple, là, ils sont renseignés. C'est un bâtiment qui est renseigné. Si je prends, par exemple, là, pour le chauffage de ce site-là, bon, ils n'ont pas renseigné 2010-2011, on voit que la consommation, parce que ça, c'est la consommation a été calculée, la consommation de chauffage a été calculée, donc on voit que la consommation de chauffage, d'une année à une autre, elle est plutôt stable pour ce bâtiment-là. Et quand on regarde par rapport à la rigueur climatique, elle est corrigée à la rigueur climatique, bon, quand même, on voit qu'il y a quand même, normalement, à la rigueur climatique, ça doit être une horizontale. Mais là, on voit qu'elle évolue, mais pas beaucoup, mais quand même, il y a une évolution. Donc, ça veut dire que la consommation de chauffage, elle dérive
elle dérive d'une année à une autre, mais bon, elle dérive, elle monte, mais pas beaucoup, mais quand même, il y a quand même une augmentation de la consommation de chauffage. Donc on peut faire ça par bâtiment, on peut faire ça par 2 bâtiments si on souhaite avoir mutualisé 2 sites, on peut avoir la moyenne. Et les objectifs, bon là, je pense que c'est un objectif, l'autre il n'est pas atteint. Et puis on peut le faire aussi par organisme. On peut choisir et mutualiser les objectifs pour l'ensemble d'un organisme. Et on a les objectifs, par exemple, pour celui-ci. Bon là, il y a pas mal de sites. Il ne faut pas se méfier sur ce site-là parce qu'il y a quand même pas mal de sites qui sont aujourd'hui, ils sont en vente, donc ils ne sont pas occupés. C'est pour ça qu'ils ont des objectifs, qu'ils ont des consommations assez basses. Donc on peut mutualiser et avoir ces objectifs. Donc ce qui est intéressant avec l'application, choisir son année de référence et déterminer ses objectifs par site ou par organisme et avec le département OPIM, revenir vers les départements OPIM pour trouver quels sont les postes où on peut améliorer pour pouvoir atteindre les objectifs du décret. Par exemple, si je vois par exemple le bâtiment là, l'isolation, il n'y a pas d'isolation, donc on peut calculer le gisement d'économie si on fait tel ou tel type d'isolation et combien de kilowattheures par mètre carré fera gagner et avec combien il faut combien d'isolation qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs ou bien ajouter d'autres améliorations pour pouvoir atteindre les objectifs du décret tertiaire. Voilà ce que je peux vous dire sur l'application Conseil Énergie. Donc là-dessus, par exemple, si je prends par exemple le Saint-Quentin, là vous pouvez avoir les DGU. Les DGU, par exemple l'hiver, là les DGU, on peut avoir aussi les DGU de 2010 à 2020 pour le site de Saint-Quentin. Et on voit bien quand même qu'il y a la consommation de, je dirais, le besoin en chauffage diminue depuis 2010 à 2020, en fait, à part ces pointes-là, mais en général, on a besoin de moins de chaud. Par contre, on a besoin de moins de chauffage, mais par contre, en été, on voit que depuis 2010 à 2020, il y a une augmentation de nombre de DGU de 2010 à 2020. Donc, à fur et à mesure, on aura besoin de, je dirais, on aura besoin plus de rafraîchissement que de chauffage. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Super, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, c'est accessible depuis le site de Lucans, c'est ça? Oui. Ouais, si vous avez un raccourci, n'hésitez pas à le mettre. Ah oui, donc en fait, pour je pense que alors pour se connecter sur le site, donc c'est bien sur le site de Lucans, sur le site de Lucans. Alors je vais me déconnecter encore. Donc sur le site de Lucans, espace organisme, on se connecte. Application métier, et on descend vers l'immobilier et on a l'application Conseil Énergie. Donc l'application Conseil Énergie, je reviens aussi sur tout au début. Sur le forum, il y a un forum qui existe sur le You Réseau où on peut échanger. Il y a un forum où il est indiqué, pour l'instant c'est tout au début, donc là par exemple il y a les webinaires qui ont été faits pour décembre et 16, on peut avoir par exemple des notices d'utilisation et à faire à mesure on va ajouter des documents comme sur l'utilisation de l'application et les décrets, les nouveautés sur le décret tertiaire aussi. Voilà ce que je peux dire. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on avait des questions par rapport à l'outil? Les différents organismes qui sont présents, est-ce que vous avez des échanges à propos du décret tertiaire à nous partager? S'il y en a déjà qui ont déjà renseigné l'application, je ne sais pas s'il y en a.
Ouais, Cédric, Cédric, ouais. je me permets de reprendre la parole, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Ouais, j'ai fait des essais en effet pour voir un petit peu ce qu'il en était. Alors l'outil, il est assez sympathique à utiliser plutôt qu'un simple fichier Excel. Après, il est assez lourd malgré tout quand on rentre sur les années depuis 2010 par exemple jusqu'à 2019. Il est vrai qu'on doit renseigner systématiquement l'enveloppe, les menuiseries, etc., etc. Donc c'est assez précis. Même pas mal précis, donc c'est ce qui fait qu'il faut y passer du temps pour pouvoir renseigner l'ensemble des éléments. On parlait tout à l'heure de l'éclairage, par exemple. Il y a 3 types d'éclairage sur l'éclairage LED, incandescent, et puis les balastres ferromagnétiques. Et c'est vrai que dissocier toutes les surfaces année par année, de savoir quelle est la surface d'éclairage qu'on a remplacée, c'est assez précis. Et est-ce que ça a un réel ma question est la suivante, est-ce que ça a un réel impact sur la finalité, par exemple sur cet aspect éclairage? Bah, sur aspect de clairage, on peut par exemple préconiser, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, s'il y a une part qui est encore en ferromagnétique, on peut dire combien ça peut faire diminuer la consommation si on les bascule en LED. Voilà, c'est tout ce que ça peut apporter comme information. D'accord. C'est juste de dire, bon, bah voilà, pour s'il y a 5000 m² qui sont en ferromagnétique, si on les bascule en LED, ça va vous économiser 3 à 4 kWh au mètre carré. Ça peut être ce qu'il peut-être, ça peut être pas beaucoup, mais ça peut, pour certains sites, ça peut être suffisant pour pouvoir approcher les objectifs du décret. Vous voyez. Voilà, le dire, ben voilà, cette part, si on va l'estimer, ça va vous faire apporter tel ou tel kilowattheure au mètre carré, donc ça peut être intéressant pour vous. Ça peut être intéressant de le voir. En fait, ça peut réconforter aussi les caisses sur les moyens pour atteindre les objectifs. Voilà, c'est le seul truc que ça peut apporter dans l'application. Ok. Quand on sépare les différents types d'éclairage. Sur autre question, sur le décret tertiaire, on parle en effet de surface plancher. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant sur votre outil, c'est que les données enregistrées sur Pearls par les organismes sont en effet directement implantées dans l'outil. Alors, depuis 2017 jusqu'à 2020, les années antérieures ne le sont pas forcément. Et en termes de surface, notamment, on retrouve la surface sub, la sun, et par défaut, la surface plancher est égale à la surface sub. Alors qu'il me semble que le ministère a donné une règle mathématique qui consiste à prendre la sub, enfin divisé par le coefficient de 0,9 pour avoir la surface plancher. Donc ça, c'est un élément qui a peut-être pas éventuellement été pris en compte, mais autrement, enfin, je veux dire, l'outil dans sa globalité, c'est les seules remarques que j'ai, est assez sympathique. Alors aujourd'hui, sur le décret tertiaire, donc l'application, tout est défini par rapport à la surface plancher. Mais comme on n'a pas la surface plancher dans l'institution, on travaillait on travaillait en Sean à l'époque, et puis on a la sub. Et aujourd'hui, le décret, il donne l'application. Aujourd'hui, elle calcule la surface de plancher par rapport à la surface utile multipliée par un coefficient. Aujourd'hui, dans l'application, le coefficient de conversion est égal à 1. Il se peut qu'il va changer plus tard, mais aujourd'hui, par rapport au décret, c'est qu'on regarde, par exemple, si vous allez sur le site de l'Opérate, la surface de plancher égale à la surface utile brute. D'accord. Égal à 1. Aujourd'hui, il y a le coefficient, c'est égal à 1. Il se peut qu'ils le changeront plus tard, mais aujourd'hui, sur Opérate, c'est le coefficient de conversion égal à 1. Donc, si on n'a pas la surface de plancher, on multiplie, on prend la surface utile. Si on a la surface plancher, on la rentre directement. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui défini dans le décret et sur Opérate. Ce que je voulais dire, revenir aussi sur l'application, donc dans la prochaine version, je ne sais pas quand, et il va y avoir un bouton où il y aura marqué Opérate. Donc le jour où Opérate va être opérationnel, on pourra
on pourra télécharger un fichier où il y a toutes ces données-là qui sont sur l'application et on pourra les charger directement sur Operat. L'objectif, mais ça va prendre un peu de temps. Mais bon, déjà, Operat, c'est pas aujourd'hui, il n'est pas opérationnel. C'était prévu qu'il soit opérationnel. Dernièrement, là, il devait être opérationnel à la fin de l'année. Mais là, j'ai vu le décret, j'ai vu le projet de décret. Ils ont changé quand même pas mal de choses dessus. Il y a pas mal de modifications parce qu'à l'époque, on travaillait par exemple sur les DGU. Les DGU hiver, on appelait des DGU 16 et DGU 24 pour l'été. Ils ont changé tout ça en DGU 18 l'été comme l'hiver. Ils ont changé les formules aussi. Parce que c'est vrai que les formules qui ont été définies dans le premier décret, ça peut aller à certaines régions, je dirais la région parisienne, mais pour les régions du nord ou du sud, c'est complètement différent. Ça ne pourrait pas marcher parce qu'ils multipliaient un coefficient pour l'ensemble, quelle que soit votre région. Et ça, c'était pas. Donc là, ils sont en train de changer complètement les formules. Donc, je pense que le site Operat, il ne sera pas opérationnel avant encore quelques mois. Mais c'est pour ça qu'ils ont prolongé jusqu'au 30 septembre 2022 pour pouvoir renseigner Operat. Mais aujourd'hui, Operat, il n'est pas encore opérationnel, quoi. Alors, j'assistais hier à un webinaire avec le ministère de la Transition écologique et l'ADEME qui animait ce webinaire justement pour donner le calendrier, et ils annonçaient justement une année 2022 comme une année clairement une année test. Et donc malgré tout, Operat hier avait présenté davantage de possibilités. Alors là, je suis en train d'y retourner actuellement et je suis à nouveau bloqué. Mais voilà. Donc, oui. Non, ils sont en train de travailler dessus. Hein. Ils sont en train. Voilà. Je l'ai vu. J'ai vu comment il va être, parce que on travaille avec un prestataire. Qu'avec lui, il travaille lui aussi avec l'État pour le commissioning d'Operat. Donc, il nous a fait une démonstration de l'outil. C'est vrai que bon, il est long lui aussi. Bon, quand vous me dites que l'application allait un peu de 2010 à 2015, c'est long. Vous allez voir par rapport à Operat, là, vous allez faire des pages et des pages. Très Ça va bien, être je vous un peu remercie. long. Je vous en prie. Super, merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes à peu près de webinaire. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez revenir sur les anciennes présentations aussi, n'hésitez pas à utiliser ces 5 dernières minutes. Super, je pense que si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir clore ce webinaire qui était le dernier d'Impulsion 2021. Donc, merci à tous pour votre participation aux événements et on espère vous revoir très vite pour toujours plus de réduction des consommations d'énergie pour vos bâtiments. Et bonne chance à tous dans vos projets.